Cyril, on va commencer ce journal des médias par un bon vieux serpent de mer de l'audiovisuel français. Et si on supprimait la redevance télé? Une bonne vieille question dont on ne se lasse pas. Après Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui avait lancé l'idée de supprimer cette redevance, qui, je le rappelle, finance l'audiovisuel public, cette fois, c'est au tour du rapporteur du budget, donc encore quelqu'un du côté de Bercy, de venir mettre sa petite pièce dans la machine. Dans une interview accordée à la correspondance de la presse et repérée ce matin par Le Figaro, Laurent Saint-Martin se demande quelle est la pertinence aujourd'hui d'un impôt comme la redevance audiovisuelle. Pour le rapporteur du budget, la redevance serait aujourd'hui injuste car elle ne concerne que ceux qui ont une télévision, alors que de nombreuses personnes regardent désormais les programmes sur d'autres supports. Alors suppression ou pas suppression, du côté de l'Élysée, les choses avaient été tranchées. Pas question de supprimer la redevance, mais on le voit, certains n'hésitent pas à tenter de relancer le débat. Et du côté de l'audiovisuel anglais ou britannique, également la situation est délicate. La BBC s'est lancée dans un plan de modernisation. Et qui dit plan de modernisation dit souvent suppression d'emplois, et c'est bien le cas du côté de la BBC où 450 postes vont être supprimés au sein de la rédaction. La coupe est drastique car la BBC doit réaliser d'importantes économies. 95 millions d'euros à trouver d'ici 2 ans. Si une première moitié a déjà été trouvée, la seconde le sera grâce à cette coupe dans les effectifs. La BBC traverse une période délicate, nous en avons déjà parlé à ce micro. Son directeur général a annoncé il y a quelques jours qu'il quittait son poste et le gouvernement de Boris Johnson en bisbille avec la BBC envisage de revoir les conditions de son financement. On reste en Angleterre, Cyril, avec une initiative du quotidien The Guardian. Terminer les publicités pour les sociétés pétrolières et gazières. The Guardian, qui dit viser la neutralité carbone d'ici 10 ans, ne veut plus accepter l'argent d'entreprises qui, je cite le Guardian, empêchent depuis des décennies les gouvernements du monde entier de prendre des mesures significatives en matière de climat. Une manière donc pour le quotidien de marquer encore davantage son engagement en faveur de la lutte pour la protection de l'environnement. LCP, la chaîne parlementaire, c'est une chaîne de télévision, mais de nos jours, cela ne suffit plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On lance une chaîne YouTube, évidemment, et c'est donc dans cette aventure que LCP, la chaîne de l'Assemblée nationale, installée sur le canal 13 de la TNT, vient de se lancer. On va pas se mentir, c'est plutôt inattendu pour LCP qui n'a pas franchement une image de médias très réseaux sociaux, mais il faut croire que son patron, Bertrand Delay, veut dépoussiérer un peu sa chaîne. Écoutez ce qu'il nous explique de son projet. Bertrand Delay est interrogé par Alexandre Omar. Le fait d'être sur YouTube est une autre façon pour la chaîne parlementaire d'exister, j'allais dire, sur Internet pour un autre public et pour une autre consommation. On a déjà, en facilitant les passerelles entre notre public de Twitter et notre public télé, on a déjà rajeuni notre public. Et toute la stratégie depuis que je dirige la chaîne parlementaire est de faire de cette chaîne, de la marque LCP, un vrai média global sur tous les supports avec un public sans cesse rajeuni. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi sur nos programmes maintenant une chaîne YouTube. La télé est une audience qui stagne, mais la consommation, j'allais dire, de programmes, elle augmente. Parce qu'il faut être présent de multiples façons aujourd'hui. Reste que se faire une place sur Internet, c'est souvent un travail de longue haleine et qui demande de maîtriser les codes du genre. Comme LCP a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait aucun contenu inédit diffusé sur sa chaîne YouTube, nous avons demandé à son président s'il pensait qu'à terme, il aurait besoin quand même de faire appel à des personnalités issues d'Internet. On pense évidemment à des youtubeurs. Notre but est quand même, j'allais dire, de toucher un public le plus large et le plus jeune. Et c'est sûr qu'en prenant demain des personnalités issues d'Internet ou, par exemple, de l'univers des jeux vidéo, peuvent être peut-être un moyen de toucher un nouveau public. Au fond, ce ne sont que des interfaces entre nos programmes et le public. Et Maïtena, pour parler d'elle, quand elle arrive, c'est une star télé classique, je veux dire, qui a son parcours et son public, et elle nous permet de toucher un public particulier. Mais demain, on peut tout à fait envisager qu'on touchera un autre public avec d'autres personnalités. On sent le patron de LCP tout de même prudent sur le sujet YouTube, et c'est d'ailleurs un problème plus vaste que le seul cas de la chaîne de l'Assemblée nationale. Oui, il faut être sur les plateformes, mais pour dire quoi, avec qui et surtout avec quels moyens? Son colocataire du canal 13, Public Sénat, a lui déjà avancé ses pions sur les internets. La chaîne dirigée par Emmanuel Kessler a lancé sa chaîne YouTube il y a déjà 13 ans, et elle a inauguré un format innovant à la rentrée 2018 avec le youtubeur Jean Massier, une interview d'une personnalité politique via la plateforme de jeux vidéo Twitch. L'Europe, c'est souvent le parent pauvre de l'information. Alors pour tenter de mieux couvrir ce qui se passe à Bruxelles, la chaîne Euronews inaugure un tout nouveau studio. Mieux qu'un simple studio,
Euronews inaugure The Bridge, le pont en français. Et c'est un nom symbolique. Ce nouveau studio est installé sur une passerelle qui relie deux bâtiments du Parlement européen. Une passerelle surnommée The Bridge. Et sur ce pont, c'est justement ce que se propose de faire Euronews entre les élus européens et les citoyens, deux populations qui se connaissent mal. Je vous propose d'écouter à ce sujet, Françoise Champet, la directrice de la rédaction d'Euronews. Elle est interrogée par Alexandre Omar. On se rend compte que les Français en particulier connaissent mal leur Parlement, connaissent mal leurs représentants, connaissent mal leurs parlementaires. Et donc c'est une opportunité pour les parlementaires de s'expliquer sur la politique qu'ils poussent à Bruxelles et à Strasbourg, et à Euronews de faire un décryptage aussi précis soit-il au quotidien pour les téléspectateurs qui nous regardent dans les 160 pays où on est distribué et les 400 millions de foyers. Mais si les Européens connaissent mal leurs eurodéputés, tout ne semble pas perdu. Au contraire, Françoise Champet estime même que certaines thématiques débattues en ce moment même à Bruxelles ont le vent en poupe. On s'est rendu compte au cours des dernières élections européennes qu'il y avait un engouement pour les affaires européennes, surtout parmi les jeunes, et que donc il y avait des thématiques en particulier sur l'écologie, la planète, l'économie, l'avenir de l'Europe, l'élargissement de l'Europe, qui faisait véritablement mouche auprès d'un nouvel auditoire. Alors, Euronews parviendra-t-elle à attirer un nouvel auditoire grâce à son bridge? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Euronews, je vous rappelle que c'est une chaîne installée à Lyon. Elle est distribuée dans 160 pays et en France, vous pouvez la trouver sur toutes vos box. Mais elle n'est pas sur la TNT. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau journal des médias.